Donc, je vais commencer par le nouveau-né normal. Donc, je vais commencer par la partie de néonatologie. Donc, avant de parler du pathologique, forcément, on doit parler du normal. Comme ça, vous pourrez comparer le normal avec le pathologique. Donc, les objectifs du cours, c'est définir un nouveau-né à terme déjà. Parce qu'on a parlé du terme tout à l'heure, j'ai vu que vous ne connaissiez pas, donc c'est l'occasion. Savoir apprécier le score d'Apgar, d'accord? Savoir déterminer l'âge gestationnel d'un nouveau-né, connaître les mensurations normales du nouveau-né et sa trophicité, reconnaître les particularités de l'examen clinique du nouveau-né, surtout les réflexes archaïques, connaître les anomalies morphogénétiques à dépister systématiquement à la naissance. Donc on va commencer par un plan. Donc déjà on va introduire la question, parler de certaines définitions. J'ai mis avec S parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de définitions. L'examen clinique du nouveau-né en salle de naissance, l'examen appareil par appareil, les malformations des SLAB, l'examen clinique de la première semaine de vie, les conseils de puériculture et puis on va conclure. Donc la néonatologie, on l'a dit tout à l'heure, c'est la partie de la médecine qui va se charger de l'enfant de la naissance, de J0 jusqu'à J28 de vie. J0, je dis bien J0, c'est-à-dire avant même qu'il fasse son premier cri. La nécessité de minimum de connaissances en néonatologie pour tout soignant, parce qu'on ne peut pas prendre en charge un nouveau-né sans savoir comment on va l'aborder. Il y a certaines malformations qu'on doit connaître. Là, on ne s'adresse pas à des pédiatres, on s'adresse à des étudiants qui devraient être des médecins généralistes dans l'avenir. Donc, un médecin généraliste devrait connaître ce qu'on va vous dire maintenant. On ne vous demande pas d'être pédiatre, mais d'être des médecins généralistes, mais qui sont performants. Donc, normalement, on doit prescrire les soins en qualité de puériculture, c'est pourquoi on a parlé de la puériculture tout à l'heure, repérer les pathologies les plus graves, je dis bien les plus graves, c'est-à-dire les plus évidentes. Ce serait dommage quand même qu'un enfant naisse avec une malformation type pas d'anus, un enfant qui ne fait pas ses selles et qu'on le découvre que 10 jours plus tard. Pour les gens qui ne sont pas intéressés, vous n'êtes pas obligés de rester, d'accord? On ne rigole pas. Puis, il faudrait connaître l'examen clinique du nouveau-né normal. Donc, pour connaître l'examen clinique du nouveau-né normal, il faudrait savoir repérer certaines pathologies, bien sûr, et connaître les soins de qualité en puériculture. Donc, le nouveau-né à terme, donc, quand on a un âge gestationnel qui est entre 37 et 41 semaines plus 6 jours, c'est considéré un nouveau-né à terme. À partir de 42 semaines, c'est un dépassement de terme. Donc, à partir de 42 semaines, c'est une maman à prendre en charge rapidement, soit la déclencher le travail chez elle pour qu'elle accouche, soit la césariser. Moins de 37 semaines, il est considéré comme prématuré. 36 plus 6, il est prématuré, il lui faut 1 jour. Ce n'est pas vraiment grave, mais quand même, il faudrait l'avoir en tête. Donc le nouveau-né préterme, c'est le bébé prématuré, donc il est strictement inférieur à 37 semaines. Et puis le post-terme, j'ai bien dit, supérieur ou égal à 42 semaines. Le dossier médical, j'insiste beaucoup sur le dossier médical en matière d'examen du nouveau-né à la naissance. Pourquoi? Parce que la seule histoire qu'a ce bébé, c'est l'histoire de sa maman, tout simplement. C'est un bébé qui n'a pas encore d'histoire, il vient de naître. Donc forcément, l'histoire, la seule qu'on peut avoir, c'est l'histoire de sa maman. Comment la grossesse s'est déroulée, comment elle a vécu sa grossesse, est-ce qu'il y a eu des antécédents dans sa famille, surtout la famille proche. Et donc, on va commencer par l'origine géographique, l'âge des parents. Vous allez me demander pourquoi l'origine géographique. À votre avis, pourquoi je vais demander cette origine géographique? Ça peut se répercuter, oui. Il y a des pathologies qui ont normalement des rapports avec l'origine géographique. Par exemple, la pathologie, la mucoviscidose, c'est une pathologie qui va atteindre beaucoup plus la population européenne, quoi qu'on commence à voir des cas chez nous, parce qu'il y a eu une mixité entre les Européens et les Marocains. Il y a certaines pathologies que vous n'allez voir que sur le pourtour méditerranéen, type thalassémie par exemple. Les Méditerranéens, c'est les seuls qui vont faire des thalassémies. Et si vous trouvez des thalassémiques en France ou ailleurs, ça doit être des origines justement méditerranéennes. Et là où on va mettre un dépistage de la thalassémie dans les régions en France, c'est les régions où on a beaucoup plus de Maghrébins par exemple et de Méditerranéens. C'est pourquoi il faudrait insister sur l'origine géographique, c'est très important. L'âge des parents, pourquoi l'âge des parents? L'âge de la mère à la rigueur, vous allez me dire oui, l'âge de la mère à la rigueur, mais pourquoi l'âge du père? L'âge de la mère parce que soit elle est jeune, elle est prédisposée à faire une prématurité, oui, soit elle est trop âgée, elle est prédisposée à faire une prématurité, à faire des complications type diabète gestationnel, à faire une prééclampsie, d'accord, une HTA maternelle, parce que plus on avance dans l'âge, plus on a ce genre de problème, et à faire des bébés qui présentent des malformations type par exemple trisomie 21.
d'accord? Mais l'âge du père, je vous annonce des nouvelles, c'est-à-dire toutes neuves. Maintenant, on a trouvé qu'il y a un lien entre la pathologie malformative et l'âge du père. Plus on avance dans l'âge, et plus on risque d'avoir des bébés mal formés. Ce n'est plus que la maman qui devrait être gêne, mais même le papa. Et ça, c'est lié à des études qui ont été faites récemment et publiées. Donc les antécédents de la mère, c'est très important, de sa famille. Est-ce qu'elle a eu des problèmes pendant la grossesse? La famille de la mère aussi, parce que de toutes les manières, il y a une pathologie qui pourrait survenir chez la famille, l'hémophilie par exemple. La maman, elle va être conductrice et c'est les garçons qui vont être hémophiles. Et donc si elle vous rapporte qu'elle a déjà deux frères qui sont hémophiles, attendez-vous à ce que celui qui va arriver vous fasse des problèmes du genre. Les sérologies maternelles, donc là, il faudrait voir est-ce que la maman, elle a fait toutes ces sérologies pendant la grossesse. Ça, c'est très rare, on a des dossiers qui sont très complets, c'est dommage. Donc il faudrait faire une sérologie toxo, rubéole, syphilis, VIH, virus d'hépatite B, virus d'hépatite C. Virus d'hépatite C, entre parenthèses, c'est pas systématique. Dans notre contexte, beaucoup plus l'hépatite B et le VIH. Le groupe sanguin de la mère et la recherche des agglutines irrégulières, c'est pour les mamans où on a soit un groupe un rhésus négatif et qui risque de faire, le bébé risque de faire un ictère par incompatibilité rhésus, et on va voir ça en détail, ou les mamans dont le groupe est un O, et donc le bébé il est soit A ou B, et il risque de nous faire une incompatibilité ABO. J'insiste sur ça parce que vous avez tendance à voir ça comme banal, mais quand je pose des questions sur ça, on a vraiment des calamités. Donc il faudrait faire attention, c'est très important de différencier entre l'incompatibilité rhésus et l'incompatibilité ABO. Si vous sortez déjà avec ça, c'est une bonne chose. La prise médicamenteuse ou toxique, c'est très important parce que ça va se répercuter sur le bébé. Et vous allez voir, par exemple, qu'en matière de maladie hémorragique du nouveau-né, une maman qui a été sous phénobarbitol, elle risque que son bébé ait des problèmes hémorragiques sérieux par déficit en vitamine K et des hémorragies qui sont dues à ce phénobarbitol qui est passé à travers la circulation maternelle à ce bébé. Ou toxiques, il y a certains médicaments qui sont, une fois pris pendant la grossesse, risquent de se répercuter sur la vie de ce bébé. Le contexte psychosocial, c'est très important, surtout pour donner de l'aide aux familles en difficulté. Il faut dire que dans notre contexte, on ne donne pas vraiment beaucoup d'aide comme ce qui se passe en occidental, mais quand même, on commence à prendre en considération certains détails. Toujours dans le dossier médical, vous avez vu que je me suis attardée dessus parce que c'est très important. Donc le déroulement de la grossesse, c'est très important. Est-ce que c'est une maman qui a fait des problèmes pendant cette grossesse ou ça s'est déroulé normalement? Est-ce qu'elle n'était pas malade? Est-ce qu'elle n'avait pas présenté d'infection? Est-ce qu'elle n'avait pas présenté de brûlure mictionnelle? Est-ce qu'elle n'avait pas présenté de fièvre? Tout s'est bien déroulé. Les pathologies obstétricales à la naissance, c'est-à-dire quand vous parlez à son médecin, est-ce qu'elle a eu un placenta prévia par exemple? Est-ce qu'elle a eu un hématome rétroplacentaire? Ce sont des pathologies obstétricales. Est-ce qu'elle a eu un cerclage du col? Pour les mamans lithicono, généralement, ils font beaucoup d'avortements à répétition parce que ce cerclage, c'est un corps étranger qui est à l'intérieur de l'utérus de cette maman et qui risque d'infecter ce bébé quand il va venir, quand il va naître. Et puis, les échographies antérieures. Est-ce qu'il y a eu des échographies antérieures? Parce que normalement, il faudrait savoir c'est-à-dire si on veut travailler dans les normes, il faudrait avoir minimum 3 échographies anténatales. Une par trimestre, d'accord? Donc normalement, on devrait avoir ces échographies parce que ça nous donne une idée très importante. La première échographie, c'est pour la datation. La deuxième, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de pathologie malformative. Et c'est là où on va déceler la trisomie 21, voire d'autres pathologies qui peuvent survenir. Et la troisième, c'est pour voir comment on va préparer cet accouchement. Est-ce que c'est une maman qui va accoucher par voie basse ou alors c'est un bébé qui est en transverse qui risque pas de bouger, ou alors un gros bébé avec un bassin limite et on va se préparer pour une césarienne par exemple. La voie d'accouchement, justement, le déroulement de l'accouchement, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'est un bébé qui a crié juste après la naissance? Notre critère, c'est surtout demander est-ce qu'il y a eu un cri immédiat ou pas? Et puis, la gestationnelle, la présentation de ce bébé, parce que c'est très important, vous allez voir qu'un bébé qui est né, par exemple, en présentation de siège, il risque de nous faire plus une luxation congénitale de hanche qu'un bébé qui est né par voie, c'est-à-dire par sommeil. La présentation de sommeil. Le rythme cardiaque fœtal, c'est très important parce que ça nous donne une idée sur la souffrance. Est-ce qu'il y a eu une souffrance antérieure ou pas? Et l'anamnèse infectieuse, ça, c'est très, très, très important parce que quand vous avez un bébé qui est là,
est-ce qu'il est infecté ou pas. Donc, à part si vous avez des signes directs, un liquide qui est fétide, qui ne sont pas bons, ou alors une maman qui a rompu 4 ou 5 jours avant, s'il n'y a pas d'anamnèse précise, on ne pourrait rien savoir. Et quand je dis anamnèse, c'est-à-dire quand vous demandez à cette maman, est-ce qu'elle a eu un prurite vulvaire, est-ce qu'elle a eu des leucorrhées malodorantes, est-ce qu'elle a eu une infection urinaire, est-ce qu'elle a eu un problème X, une fièvre assez importante, tout ça c'est une anamnèse qui est positive, c'est très important de le déceler. Et puis, la qualité de l'adaptation néonatale, c'est un bébé qui a crié juste après la naissance, c'est déjà un bon abgar. Quand la maman se met au route. Oui, route. Donc c'est déjà un bon abgar à la naissance. Un bébé qui ne crie pas, déjà c'est un abgar qui est bas. Donc c'est vrai que ça peut nous paraître un peu pas trop précis, mais quand vous avez une maman qui a accouché à Bou Arfa et qui vient à Oujda avec un papillon, il n'y a rien dessus, le seul critère pour savoir, c'est de demander à la maman est-ce qu'elle a entendu le cri de son bébé. Et puis les manœuvres pratiquées, c'est très important parce que quand on est par voie basse normale, sans manœuvre instrumentale, c'est pas comme quand on est par un forceps. Le forceps, par exemple, c'est barbare. C'est comme 2 cuillères qu'on va mettre pour faire sortir la tête du bébé. Il faudrait déjà savoir bien les placer. Il faudrait être un bon gynécologue obstétricien pour bien les placer pour faire sortir la tête. Et avec une méthode qui est bien faite, il y a toujours des dégâts. Généralement, s'il n'y a rien, il y a au moins une petite plaie du cuir chevelu. Autrement, on peut même avoir des hémorragies intracérébrales à cause de ça. Donc quand même, c'est pas évident. La population à risque infectieux bactérien, donc il y a l'infection maternelle bactérienne en cours d'évolution, c'est très important, c'est-à-dire une maman qui est déjà marofa, elle est infectée, par exemple elle a une pyélonéphrite, elle est en cours de traitement, donc on le connaît. Tableau infectieux pendant l'accouchement, c'est quoi le tableau infectieux? Faire attention, faire la part des choses entre la fièvre qui survient, une petite hyperthermie qui survient au moment du travail et une fièvre confirmée. Au moment du travail, toute maman qui entre en travail, quand je dis le travail, c'est quoi? C'est quand la maman quand elle contracte beaucoup au moment de l'accouchement, c'est ça le travail. Donc toute fièvre au moment du travail, c'est pas considéré comme étant une fièvre pathologique, parce que forcément, elle va fournir plus d'efforts et forcément, elle va faire augmenter sa température. Ça ne nous dérange pas au moment du travail. Par contre, quand vous avez une fièvre qui dépasse 38 en cours de travail ou dans les 2 heures suivant l'accouchement, là, ça devient évocateur. Mais juste avant, ça se comprend. Puis, on a une fièvre qui est en début de travail, c'est-à-dire elle n'a même pas commencé à contracter et elle a déjà de la fièvre. Donc, normalement, c'est pathologique. Quand elle commence à contracter, c'est concomitant, c'est pas grave. Et puis, les signes de chorioamniotite, c'est quoi les signes de chorioamniotite? Une maman qui a rompu tout. Donc, il y a eu une rupture prématurée des membranes. Donc, on parle de rupture prématurée des membranes normalement au-delà de 18 heures. À 12 heures, on n'est pas sûr de l'infection, mais ça reste suspect. Donc, au-delà de 12 heures, c'est un bébé chez qui on doit demander une CRP, un bilan infectieux pour ne pas passer à côté d'une infection materno-fœtale. Donc, une chorioamniotite, il y a une fièvre chez la maman, il y a un syndrome inflammatoire qui est bien déterminé avec une CRP qui est positive, voire même un foyer étiqueté. Il y a même des mamans qui ont, par exemple, un ECBE positif en plus. Donc, de la fièvre, une RPM et le liquide parfois teinté, parfois pas, mais avec une fièvre qui est quand même assez importante. Les frissons, une maman qui frissonne, c'est pas normal. On peut avoir une petite fièvre, mais pas arriver au degré de frissonner. Et puis, une prématurité inexpliquée. Toute prématurité à qui on ne trouve pas d'explication est une infection jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est très important, c'est un message qu'on devrait passer. C'est pourquoi, chaque fois qu'on prend un prématuré, dont la maman, elle a été vraiment bien suivie, la grossesse bien menée, il n'y a pas de problème, la maman ne vous rapporte pas du tout de problème, de soucis, elle n'avait pas contracté avant, elle n'avait pas trop bougé, elle n'avait pas trop voyagé, et tout marchait bien, et d'un coup, elle accouche d'un prématuré, et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'infection derrière, vraiment mais qu'est-ce qui pourrait la faire accoucher? L'infection peut faire entrer la maman en travail. Donc, à partir du moment où elle est infectée, ça peut la faire contracter. Et donc, généralement, c'est des bébés qu'on va prendre, qu'on va mettre sous antibiotiques, le temps d'avoir notre bilan infectieux. C'est systématique. Une prématurité inexpliquée est une infection jusqu'à preuve du contraire. La population à risque infectieux bactérien, toujours, un liquide fétide, qui ne sont pas bons. Il y a des liquides, le bébé qui n'est pas, c'est pas bon, c'est fétide, c'est pas bon, donc normalement déjà l'infection elle est là, parce qu'un liquide ne doit pas avoir d'odeur, c'est un liquide et c'est tout. Ou alors carrément méconial. Quand je dis méconial, c'est-à-dire le bhalhenna. Quand je dis méconial, c'est méconial épais, c'est vert épais, c'est ça le liquide méconial. Il y a le teinté, le liquide devrait être clair. Je vois clair, eau de roche, bhalma. Quand c'est teinté, c'est une suspicion d'infection. Quand c'est méconial, généralement c'est une infection plus ou moins à coup sûr, sauf s'il n'y a pas eu de souffrance très importante.
Et dans ce cadre-là, on insiste sur les mamans, à la fin de la grossesse, il ne faut pas aller au bain mort. Pourquoi? Parce que quand elle est au bain mort, qu'est-ce qui se passe? Elle se met en hypoxie. Parce que de toutes les manières, il fait très chaud. Elle se met en hypoxie, cette maman. Ça va entraver les échanges entre elle et son bébé, les échanges placentaires. Et donc, ce bébé va souffrir in utero. Il y a des mamans qui accouchent juste après, ça, c'est la mentalité qdima, mais forcément, elle va contracter. Pourquoi? Parce qu'elle a fait souffrir ce bébé, il voudrait sortir. Il s'étouffe, il étouffe à l'intérieur. Alors que normalement, on ne devrait pas le faire. Pas de bain mort le 9e mois. Pendant le 9e mois de grossesse, c'est proscrit. C'est dans notre culture qu'il y a le bain mort. Et dans pas de bain mort. Il y a aussi les fumigations. C'est dans notre culture aussi. Il y a des femmes qui font des fumigations les derniers mois de grossesse pour elles, je ne sais pas, pour chasser le mauvais œil ou je ne sais pas quoi. Ça, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un contact direct entre ces fumigations, le bkhor, et bien sûr, parce que quand les bkhor, comment ils se mettent? Ils mettent le bkhor direct l'utérus dialhom. Et donc forcément, ça va passer, ça va mettre ce bébé en hypoxie aussi. Et donc, c'est des bébés qui vont souffrir. J'insiste sur ça, ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est important, c'est notre culture, il faudrait le savoir. Et puis, les anomalies de rythme inexpliquées ou tachycardie fœtale, c'est-à-dire quand vous avez un bébé qui est mis sous tachographe. Donc, on met un RCF et on va voir est-ce que c'est un bébé qui va souffrir ou pas. Donc, une fois on a des anomalies sur ce rythme cardiaque fœtal, c'est un bébé à extraire, carrément, il va arrêter son activité cardiaque. L'Apgar inférieur à 7 inexpliqué. Donc une souffrance inexpliquée alors que tout allait bien, ça pourrait être une infection aussi. La durée de rupture de la poche des os au-delà de 12 heures, un prélèvement vaginal positif à strepto B sans prophylaxie complète par l'amoxicilline. Et là, j'insiste, c'est très important. C'est-à-dire, normalement, qu'est-ce qui devrait se faire? Avant 36 semaines, toute femme devrait être prélevée pour le strepto B. On fait un prélèvement vaginal pour chercher le streptocoque B. Est-ce qu'il existe ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de bébés qui s'infectent avec le strepto B. Dans notre contexte, on n'a pas beaucoup de moyens et donc ça se fait en privé. Donc quelques privés le demandent, mais en public, hélas, on ne le demande pas. Normalement, si on a un strepto B qui est positif, il ne faut pas attendre que ce bébé soit infecté. Il faut donner tout simplement une dose de 3 grammes d'amoxicilline et ce bébé va être sauvé. Au lieu d'avoir une méningite à strepto B. Et une méningite à strepto B, c'est pas rien. D'accord? Donc normalement, c'est un geste facile, sauf que dans notre contexte, on ne le fait pas encore, c'est pas encore couvert par l'État. Et donc du coup, ça ne se demande pas systématiquement. L'examen clinique du nouveau-né en salle de naissance.